merci pour cette amusante pause musicale. Vous amusez un petit peu? Plus tard, vous amusez plus. Donc, mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'il nous reste une seule conférence et il y aura des Olympiades d'astronomie et puis après la visite au planétarium de la faculté et observation astronomique. Notre dernière conférence sur les galaxies, formation, rotation et matière noire, présentée par le responsable du planétarium de la faculté des sciences de Rabat. C'est un doctorant astrophysique de haute énergie. Il travaille sur les trous noirs et la dynamique des galaxies, ainsi que sur la gravité quantique. Je pense que vous savez de quel professeur je parle, non? Je vous dis ici, c'est qui ouvrir cette conférence. Je crois maintenant que vous arrivez à connaître. Oui, bien sûr, c'est Monsieur Moustapha Bouster. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur l'univers, le cosmos, la magie du cosmos, d'accord? Je vais commencer par introduire un petit peu tout ce qui se passe dans l'échelle macroscopique. Voici le titre de ma présentation. Les galaxies, généralement, je vais parler de la formation, de rotation et qu'est-ce que cette mystérieuse matière noire, d'accord? Et voici le point de départ. Vous connaissez tous que j'ai déjà parlé sur ça, d'accord? Il y a plusieurs méthodes pour observer tout ce qui se passe dans l'univers. Je pense qu'il y a les ondes électromagnétiques, on peut observer les choses directement. Je peux observer les étoiles, les planètes, les explosions de supernovas, autrement, par les ondes électromagnétiques, soit à l'infrarouge, ultraviolet ou bien les ondes visibles. Il y a d'autres types de techniques, par exemple, dans l'astropathie, comme nous avons déjà vu avec professeur Rajat Chakraoui et docteur Jihad, ils ont parlé sur les neutrinos. Ce sont parmi les radiations qui nous permettent d'observer tout ce qui se passe dans l'univers. Il y a autre chose, ce sont les ondes gravitationnelles. Il y a les ondes gravitationnelles et il y a le fond diffus cosmologique, c'est à partir de lequel nous avons vu ou bien déterminé le Big Bang ou bien le Bang du Big Bang, d'accord? Voici les types, quelques types fondamentaux des galaxies. Nous avons au départ les galaxies spirales, les galaxies irrégulières, les galaxies barrées, les galaxies elliptiques et péculières, d'accord? Et pourquoi il y a plusieurs types de galaxies? Car ça vient de la formation de la galaxie elle-même et aussi de la création ou bien le champ gravitationnel dans un endroit quelque part, d'accord? Et à partir de ces types-là, ce sont équivalents au c'est quoi ça? C'est le tableau, oui, exactement. Ce sont les éléments chimiques. Chut, un peu de silence s'il vous plaît. Allez, toi. C'est quoi une galaxie? C'est quoi une galaxie? Oui, exactement. D'accord? La galaxie, c'est l'ensemble des étoiles et planètes. Mais je peux dire que les galaxies sont comme les éléments chimiques. Ils ont un tableau aussi, d'accord? Voici les six galaxies fondamentales dans la nature, d'accord? Il y a d'autres types de galaxies, d'accord? Voici, à partir de ces types de galaxies, on peut déduire la formation de chaque galaxie, d'accord? Un monsieur qui s'appelle Edwin Hubble, vous connaissez tous Edwin Hubble, d'accord?
Edwin Hubble, c'est le premier qui a observé l'Andromède, c'est la galaxie la plus proche de nous. Et il a montré qu'il existe au-delà de notre Voie lactée. La Voie lactée, c'est la partie où vous pouvez la voir allumée. Si vous êtes au paysage, vous pouvez voir des traces comme ça, des étoiles. Est-ce que quelqu'un parmi vous arrive à voir les étoiles se forment? Voie lactée, c'est ça, d'accord? C'est notre Voie lactée. Nous sommes à l'intérieur, on ne peut pas voir tout ce qui se passe à l'extérieur de notre galaxie. C'est-à-dire, il n'y a pas un télescope qui arrive à voir notre galaxie. Pourquoi? Car l'échelle de notre galaxie est très très énorme, c'est 100 000 années-lumière. Vous connaissez ce qu'est un année-lumière? C'est 10 à la puissance 13 km, d'accord? Cette année-lumière, c'est le 100 000 années-lumière, c'est le diamètre de notre galaxie, d'accord? Et à partir de ce type de galaxies, on peut déterminer l'évolution historique des galaxies. Au départ, nous avons E0, elle représente quoi? Elle représente la galaxie bébé, d'accord? C'est à partir de laquelle il y a la formation des étoiles et chaque étoile, elle prend et elle attire les objets sur elle, par exemple comme notre Soleil, elle attire les planètes vers elle, comme la Terre et Jupiter et Mars, etc. D'accord? Et à partir de cette formation, il commence à grandir comme un enfant et il vient, il peut agrandir un petit peu, il devient un homme, etc. D'accord? Et E0, E3, E4, E5, pardon, jusqu'à S0, c'est l'échelle de galaxies elliptiques. Elliptique, c'est lorsqu'il est très bébé, d'accord? Il est bébé. Et il y a deux façons, il y a deux genres, ou bien, Kangolo, d'accord, on il y a deux genres pour avoir les galaxies, ce sont les galaxies barrées, spirales barrées, ou bien les galaxies spirales normales, d'accord? Notre galaxie Voie lactée, c'est une galaxie spirale ordinaire, d'accord? Et il y a d'autres types qui sont barrés, et vous pouvez voir les types barrés des galaxies. Et comment on peut déterminer, par exemple, l'âge de chaque galaxie? Comme notre Soleil, il y a des objets qui tournent autour de notre Soleil, par exemple la planète, la Terre. Il y a aussi des choses qui tournent autour des galaxies. Ce sont quoi? Ils s'appellent les amas d'étoiles, d'accord? Les amas d'étoiles, ils tournent sur les galaxies et on prend les amas d'étoiles qui sont ils ont un peu de dynamique et on peut déterminer à partir de lesquelles l'âge de chaque galaxie, d'accord? Et quelles sont les techniques pour détecter l'âge de chaque galaxie? On utilise des radiations ou bien la spectroscopie lumineuse, d'accord? De la lumière. Ce que vous voyez ici, ne sont pas les étoiles, car comme vous connaissez tous, chaque galaxie peut contenir 100 milliards d'étoiles à l'intérieur. Je parle de la moyenne. Il peut être plus ou bien moins, d'accord? Les galaxies sont très énormes et dans ce cas-là, comme vous voyez sur la photo, ce sont l'ensemble des galaxies. Et la partie avec la couleur bleue, c'est là-bas où il y a de la matière noire. Et à partir de cette carte, on va voir plus tard c'est quoi cette mystérieuse matière noire. D'accord? Et il y a d'autres choses à parler. Il y a l'expansion accélérée de l'univers. Vous connaissez tous que l'univers est en accélération. Mais comment nous avons pu détecter cette accélération de l'univers? Nous avons, par exemple, deux galaxies. D'accord? Il y a deux galaxies. Et on voit la spectroscopie, ou bien la lumière, qui vient de chaque explosion des étoiles à l'intérieur de chaque galaxie. D'accord? Et on analyse la spectroscopie et on utilise la méthode suivante. Si la lumière qui vient vers la Terre, elle se décale vers le rouge, c'est-à-dire qu'il y a un décalage vers le rouge, on dit que les galaxies s'éloignent de la nôtre. D'accord? Et si la lumière qui nous vient, elle décale vers le bleu, on dit que les galaxies, elles s'approchent de la nôtre, d'accord? Et à partir de cette méthode spectroscopique, on a pu montrer que l'univers a une expansion accélérée, d'accord? Et ils ont créé le prix Nobel en 2011, je pense, c'est ça? 2011 de l'accélération d'expansion de l'univers. Voici une autre méthode qu'on utilise souvent pour détecter ou bien observer les choses à grande échelle.
Si, par exemple, si nous avons l'ensemble des galaxies, puisqu'il y a, si je prends l'ensemble des galaxies, elle s'appelle l'amas des galaxies, exactement. L'amas des galaxies, ce sont l'ensemble des galaxies qui forment une gravitation très intense, d'accord? Ils forment une gravitation très intense, et à partir de cette partie-là, la lumière, il suit la courbure de l'espace-temps. Vous connaissez tous que plus il y a de la masse, plus il y a de la gravitation, et plus il y a de la courbure de l'espace-temps, d'accord? Si je prends ça, c'est la lumière qui vient directement. La lumière, elle suit toujours la géodésique. Si l'espace est plat, alors la lumière, elle parcourait les chemins, d'accord? Les lignes rectilignes, d'accord? Et si l'espace est courbé, la lumière elle doit courber aussi et suivre la géodésique de l'espace-temps, d'accord? Et voici le mirage gravitationnel. Si nous avons l'ensemble des galaxies qui courent plus de l'espace-temps, la lumière elle vient comme ça et elle se décale et on voit le décalage des lumières à l'œil, d'accord? Et voici, si je prends que ça, le centre, la partie où il y a plus de luminosité, ce sont l'ensemble des galaxies. Il y a des arcs. Est-ce que vous arrivez à voir les arcs? Oui? Les arcs. Il y a des arcs, ce sont des images virtuelles à cause de la lentille gravitationnelle. Je parle de la lumière qui se courbe, suivre la géodésique de l'espace-temps, d'accord? Cette courbure, il vient de le mirage gravitationnel. On passe. Et pour la découverte de la matière noire, un monsieur qui s'appelle Brice Sweetie, il a un jour observé à partir d'un télescope que la masse, je note tout d'abord, il y a plusieurs techniques pour observer les choses, pour observer la masse des galaxies ou bien des étoiles. On utilise la première technique, c'est de déduire la masse à partir des ondes électromagnétiques d'un objet, qui s'appelle la masse lumineuse. La deuxième technique, c'est d'utiliser la masse dynamique, c'est-à-dire voir les objets qui ont en mouvement et la dynamique. Et à partir de la dynamique, on peut déduire la masse dynamique de cet objet. Ce qui a fait, cela avait suivi, il a comparé la masse lumineuse avec la masse dynamique. Il trouve que la masse dynamique est 100 fois plus grande que la masse lumineuse dans l'amas de Coma. L'amas de Coma, c'est l'amas des galaxies qui est proche de nous, d'accord? C'est laquelle notre amas où il y a la Voie lactée, c'est l'amas local, d'accord? La plus proche de nous, elle s'appelle l'amas de Coma. Et les scientifiques, ils disent quoi? Ils disent, oh, la masse dynamique, elle est plus grande que la masse lumineuse. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose qui fait comme ça, qui bouge les choses et qui attire les objets que la galaxie elle-même, c'est-à-dire que tout ce qui est visible. Car tout ce qu'on peut voir, ce sont la matière, d'accord? Les choses matérielles. Les objets matériels, c'est ce qu'on peut voir avec l'œil. Par contre, celui-là, il détecte quelque chose qui est invisible et qui a une masse qui impacte sur l'espace-temps, d'accord? Plus tard, les scientifiques ils ont dit que celui-là il est bizarre, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Alors, je pense que quelqu'un n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe là-bas. Juste qu'une dame qui s'appelle Vera Robin arrive à faire une expérience plus performante. Il a montré que les courbes de rotation de chaque galaxie est différemment aux lois de Newton ou bien les lois de la relativité générale. Je parle sur la rotation de chaque galaxie. Je vous donne un exemple. Si cet objet-là, c'est le Soleil, d'accord? Si j'approche du Soleil, je tourne plus vite qu'un objet qui est là-bas, d'accord? Si aussi loin de centre gravitationnel, je tourne moins vite, d'accord? Toujours la force dépend d'un seul R au carré, d'accord? Si ce J loin, la force gravitationnelle diminue, d'accord? Mais Vera Robin a montré autre chose. Il a montré que si on s'éloigne du centre gravitationnel, la vitesse de rotation reste constante. Et ça est en contradiction avec la relativité générale et avec la mécanique newtonienne et même avec notre prédiction, d'accord? Et il y a quelque chose qui est plus
intenses dans les extrémités des galaxies. Et voici les courbes d'expérience qui ont été prédites par Zidane Verarobé. Et pour résoudre le problème, il y a un site qui s'appelle Milgram. Il a donné un modèle qui s'appelle Modified Newtonian Dynamics. Il a montré qu'il peut avoir un modèle théorique pour ne pas avoir la matière noire. C'est-à-dire qu'il faut modifier la relativité, il faut modifier la mécanique newtonienne et pour avoir les lois des galaxies. Mais ça ne correspond pas à toutes les galaxies. Il y a autre chose, il y a plus que ça, alors il reste le mot de la matière noire. Les scientifiques, ils ont pu utiliser d'autres techniques comme Modified Newtonian Dynamics. Soit on généralise, puisqu'on sait que la relativité générale, c'est la théorie de la gravitation moderne, et que la mécanique newtonienne est classique par rapport à la relativité générale. On utilise la relativité générale, on généralise la relativité générale d'un point de vue, on utilise une modification comme FR, gravité, scalar constant theory, chameleonic field, Brownian theory. Ce sont des modèles qui généralisent la relativité générale et qui montrent qu'on peut avoir un modèle qui prédit la matière noire. Autre chose, on peut généraliser mathématiquement avec des théorèmes mathématiques la relativité générale, parmi lesquelles Lovelock théorie de la gravité, cette théorie, elle généralise complètement la relativité générale et à partir de ces théories-là, on peut prédire c'est quoi cette mystérieuse matière noire dans les galaxies. Et il y a autre chose. Même si on arrive à faire des modèles et faire des choses comme ça, il y a des choses qui se clochent. Il y a des halos de matière noire. C'est quoi un halo de la matière noire? Est-ce que vous connaissez c'est quoi le halo de la matière noire? Si je prends par exemple une galaxie quelconque, il y a plus de la matière noire dans les extrémités que dans le centre de cette galaxie, d'accord? Pourquoi? Et on ne sait pas, mais à partir de ces techniques, NASA, avec National Science Foundation, avec IBM, ils ont construit un super ordinateur jamais construit par l'humanité. C'est un ordinateur qui est capable de prédire c'est quoi cet halo ou bien ce halo de matière noire, d'accord? Et je parle d'un supercomputer, c'est le plus grand computer au monde qui s'appelle Bolshoi Cosmological Simulation. Le nom de ce computer, c'est le PLIA, d'accord? Atsoraya, et à partir de ce computer, nous arrivons à déduire des photos plus claires de tout ce qui se passe autour de chaque galaxie. NASA arrive vraiment à trouver des techniques pour simuler tout ce qui se passe dans l'échelle macroscopique. Je parle de l'échelle des galaxies de la matière noire. Et à partir de ce Bolshoi Simulation, nous arrivons à construire, voici, mesdames et messieurs, l'image de l'univers observable. Cette image, c'est l'image, je pense qu'un télescope ne peut pas arriver à voir l'image du cosmos comme ça. C'est le tissu cosmique ou bien le Bolshoi Simulation. Quelle est la méthode? Nous utilisons le halo de la matière noire, c'est-à-dire la galaxie qui est à l'intérieur, qui est entourée par le halo de la matière noire. Le halo de la matière noire, c'est comme des bulles ou bien des ballons, quelque chose comme ça, qui englobent les galaxies. Si le halo se disparaît, alors les galaxies, il sera aussi l'expansion dans chaque galaxie. D'accord? Est-ce que vous avez déjà posé ces questions? Pourquoi l'expansion, en accélération, mais à l'intérieur de chaque galaxie, il n'y a pas d'expansion? Et voici la solution. La solution, c'est que le halo de la matière noire maintient chaque galaxie à l'intérieur et il donne plus de gravitation, plus de courbe de l'espace-temps pour que la matière noire ne puisse pas se séparer et suivre l'expansion de l'univers. D'accord? Et ça, c'est la forme générale de l'univers. Et les points et les choses qui sont comme ça, des tissus ou bien, ce sont les super amas des galaxies. Je parle
des amas et des amas et des amas des galaxies. Ce sont les super amas des galaxies. Et voici la photo générale. Et ce télescope-là, il s'appelle WMAP. Ce télescope, c'est à partir de laquelle NASA arrive à vérifier ces données-là. Et tout ce que vous voyez ici, c'est comparable avec le cerveau de l'homme, d'accord? Et voici les super amas des galaxies. Ce sont l'ensemble des galaxies qui forment tout ce qu'on appelle la super-amas. Et vous connaissez, est-ce que vous connaissez le lambda CDM? Ce modèle-là, il nous permet, en 2020, d'apprendre cette photo-là. C'est une photo, je pense, que alors, 13 milliards d'années-lumière, cette photo-là. Oui, c'est à l'échelle, presque à l'échelle de l'inflation de l'univers, d'accord? Et nous arrivons à trouver des images qui sont presque, largement, je pense que c'est la taille de l'univers, d'accord? L'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années, d'accord? Linéaire. Et voici ma contribution. Si je parle des galaxies, j'ai introduit, j'analyse ces données-là et j'introduis une nouvelle constante qui peut décrire la rotation des galaxies. Et il a été publié dans ce journal et j'ai fait beaucoup de mathématiques. C'est théorie de Lovelock. Et à partir de la topologie ici, comme vous voyez ici, j'utilise cette topologie, j'arrive à introduire chaque galaxie. J'ai déjà calculé pour chaque galaxie ces valeurs-là, et j'ai trouvé que vous voyez θ0. θ0, c'est une nouvelle constante que j'avais introduite à partir de ce papier-là. Il a été publié dans le journal Astrophysique. Et voici la courbe de cette simulation. Et dernièrement, j'ai fait une collaboration avec les gens, en collaboration avec le télescope Euclide. Nous avons tracé ces 4 photos. Qui sont vérifiées par l'observation du télescope Hubble, qui a été déjà remplacé par le télescope James Webb, d'accord? Et voici la page de Club Simadar, et voici ma page YouTube et Instagram. Et merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Chaque galaxie a un système مختلف على السيستم solaire. Par exemple, notre soleil, il a كتقرب ليها كتمشي بواحد لا فيتاس rapide par rapport si loin au centre gravitationnel, d'accord?
بالنسبه للجالاكسي كنقدروا ناخذوا دي زيتوال باغ اكزومبل واحد ايطوال قريب من لو سونتر غرافيتاسيونيل لو سونتر جالاكسي واحد ايطوال بليزي لوين ولا كناخذوا لي سوبر نوفا لي زيكسبلوزيون دي زيتوال في وحده قريبه من لو سونتر وحده بعيده وكنبداو نكومباريو يعني هذيك الليمينوزيتي كيفاش كتحرك العدله فهمتي كنعرفوا بهذه لا فاسون واش هذيك البلاصه كتطلب واحد فاسون رابيد او بيان مو رابيد كو لوط داكور هادشي شنو الانتربريتاسيون ديالو هو كاين واحد ميستيريوز ماتيير qui ne peut pas interagir avec les radiations et les ondes électromagnétiques. يعني واحد الحاجه اخرى يدوز من الضوء ما كتانتراجيش معاه فهمتي يعني هذه الحاجه اللي انفيزيبل سي de la matière noire هذه هي la première observation de la matière noire qui existe. Juste après les scientifiques ils ont posé des modèles qu'est-ce que cette matière noire بحال monde بحال modified في les schémas macroscopiques. Il y a d'autres modèles dans les chiffres microscopiques comme les neutrinos, ce sont des candidats de la matière noire. Il y a les trous noirs primordiaux, ce sont les trous noirs qui sont formés juste après le Big Bang. Il y a plus des candidats, mais on n'arrive pas encore à déterminer c'est quoi cette matière noire. Est-ce qu'il y a une masse plus intense, les extrémités des galaxies que le centre de chaque galaxie. D'accord? Et il y a la matière noire. Ça a le sens de terrorisme de la matière noire. D'accord. Est-ce que le Big Bang bien défendu, ça veut dire, je parle bien sûr, ça veut dire le temps actuel, est-ce que reste juste aujourd'hui bien défendu? Est-ce qu'il y a d'autres modèles que le Big Bang, bien qu'ils sont très bien que le Big Bang? Merci. C'était une très belle question. Pourquoi? Car nous avons déjà parlé avant Einstein, quelqu'un parle de Big Bang, l'univers est infini, il ne commence pas, il n'y a pas de fin, d'accord? Mais après, juste après la relativité générale, il y a l'expansion de l'univers, il y a la dynamique, et il y a des observations, il y a des expériences qui ont montré que l'univers est en expansion, d'accord? Ce modèle-là, il est juste, il est observable, mais il est clair, et les prix Nobel les ont pris, d'accord? Mais le problème, c'est que les scientifiques, lorsqu'ils pense à l'univers et en expansion, alors il y a un point en passé où toute la matière elle se condense sur un seul point, d'accord? Mais ça, c'était une hypothèse, juste une hypothèse. Juste après, un monsieur qui s'appelle, j'ai déjà parlé sur ça, un monsieur qui s'appelle Alan Guth, il a montré vraiment qu'il existe le Big Bang, théoriquement, je parle théoriquement. Mais juste après des années, NASA il a été lancé 3 télescopes séparément. Le premier télescope qui s'appelle Kobe, le deuxième télescope qui s'appelle WMAP, le troisième télescope qui s'appelle Planck. Ces 3 missions-là, ils ont montré vraiment qu'il existe le bond de Big Bang, c'est-à-dire quelque chose qui fait bond à partir de ces points-là au passé, d'accord? Ils ont vraiment montré ça. Et si je parle de 3 télescopes qui ont lancé avec 3 missions différemment, alors il y a, je pense qu'elle est correcte, d'accord? Tous ils parlent d'un modèle correct, c'est un modèle de Big Bang. Oui, merci beaucoup. Mais ça, observationnel, ça c'est... Juste, oui, par l'observation il est juste. Si on parle de la théorie, ça veut dire théoriquement, est-ce que c'est bien argumenté? Oui, il est argumenté, mais il y a un problème, oui, exactement. Il y a un problème sur ça. La physique n'arrive pas encore à trouver tout ce qui se passe sur le point zéro, t égal à 0. La physique elle trouve des singularités comme la singularité d'un trou noir. Nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à trouver tout ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. C'est une singularité théorique et physique. Même chose pour le Big Bang. C'est une singularité physique et théorique. Nous n'arrivons pas à localiser ou bien déterminer tout ce qui se passe à temps à t égale à 0. C'est un problème. La science ne peut pas répondre à tous les problèmes qui se passent dans le monde. D'accord? Ok, merci beaucoup. Je pense que le temps... Oui. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour la conférence. Ma question c'est quelle est la relation entre la physique des particules ou la haute énergie et
et l'astrophysique. Et quelles sont les recherches actuelles dans ce domaine? Sur ça, les intervenants qui ont déjà précédemment, ils ont parlé de l'astroparticule, c'est-à-dire les particules qui viennent des supernovas et des choses comme ça. Et pour relier tout ce qui se passe dans l'astrophysique et la physique des particules ou en énergie, tout ce qui est clair, si je prends par exemple l'accélérateur des particules CERN, il accélère les particules pour avoir des particules nouveaux, d'accord? À partir de cette collision des particules, on peut générer plusieurs particules, d'accord? C'est la physique des particules. Mais est-ce qu'on peut générer les particules dans l'espace? C'est ça la connexion entre la physique des particules et l'astronomie. Oui, nous arrivons à faire ça. Et la physique de prix Nobel de physique en 2011, il a été pris sur ça. Je pense 2013. Je n'ai pas rappelé sur ça. Ils ont détecté des neutrinos qui viennent des explosions des supernovas. D'accord? Ces explosions de supernovas éliminent des neutrinos. Aussi, à partir de ces explosions ou bien des étoiles, on peut avoir plus d'informations sur les particules comme le CERN. CERN, il accélère les particules. Même chose dans un étoile qui s'explose, il y a plus des informations sur les particules qui viennent de l'espace. D'accord? Et à partir de ça, nous arrivons à construire des machines astroparticules. Ce sont des télescopes qui détectent juste les particules qui viennent de ces explosions des étoiles. Il y a l'astrophysique, il y a la physique de haute énergie, mais il y a l'astroparticule. L'astroparticule, c'est la connexion entre tout ce qui se passe dans l'échelle microscopique et l'astrophysique. D'accord?